Les couilles sur le réservoir. Une émission animée par Doud. Ta gueule, si tu fasses derrière, j'ai pas fini! Comment ils vont ? On se retrouve pour un nouvel épisode. Et celui-ci, vous allez voir, il est pas piqué des hannetons. C'est sujet que je m'étais promis de ne jamais traiter. Je me censurais à chaque fois que je l'effleurais. Et là, je me dis, vas-y, on va y aller en plein dedans. On va y aller vraiment à fond la caisse. Vous avez vu le titre. On y va, c'est bon. Les couilles sur le réservoir, les pieds dans le plat. Go! Maintenant, cet épisode ne sera qu'en audio, pas parce que on va parler politique, mais tout simplement parce qu'on est en plein mois de juillet, en pleine canicule. Et donc, je dégouline pire qu'un Bob l'éponge, ce qui fait que, bon, on va dire que niveau vidéo, c'est pas terrible d'avoir ça à l'image. Peut-être certains c'est leur truc, moi non. Et de deux, comme je vous ai dit, on est en pleine période estivale. Les gens sont à gauche, à droite, à la plage, à Cherbourg, dans le jardin du voisin, en train de faire son barbecue, saucisse, merguez. Bref, vous l'avez compris, personne devant les écrans, personne devant la télé, personne dans sa voiture pour aller bosser à 6h du matin. Résultat, on se fait ça en audio, tranquillou, et puis au moins, moi, ça me fait quand même des heures de montage en moins, et ça me fait du temps en plus. Sachant que du temps en plus, vite fait, petite parenthèse dans la parenthèse, eh bien j'en ai besoin en ce moment parce que je bosse sur un projet depuis quelques mois maintenant, vous le savez, ça s'appelle Fields. Fields, c'est un diner. Plus précisément, c'est de la bouffe québécoise de garage en Normandie. Et je sais que l'intitulé est à rallonge, mais à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez ? Marketing oblige, il faut bien qu'on comprenne de quoi il s'agit. Et tout ça, eh bien ça prend du temps, bien évidemment, parce qu'il faut faire tout un tas de choses régulièrement et en même temps. Ce qui fait que je profite qu'il y ait déjà personne sur les routes pour moi, faire tous mes déplacements sans perdre de temps et en même temps d'avancer dans mes projets sans me faire emmerder par des emails ou des coups de téléphone toutes les 5 minutes. Maintenant, si vous voulez savoir où j'en suis, ce qui se passe exactement et tout ça, ça se passe sur Instagram, @sur le réservoir ou sur le compte Instagram chez Fields. Voilà, vous pourrez aller voir de quoi il s'agit puis en même temps suivre un petit peu le projet et chez Fields, alors Fields, P-H-I-L-S. Et comme ça, vous aurez toutes les infos quasiment en live, l'avancement du projet en live. Il y a même un site internet, je communiquerai de toute façon là-dessus, vous aurez un épisode à la rentrée quand tout le monde sera reparti en boulot, pendant que moi, j'irai en vacances. Et je vous le dis tout de suite, mois d'octobre, j'ai prévu d'aller faire la Cocorico Rando dans les Ardennes. Et les Ardennes en octobre, au moins, je serai certain de ne pas faire une hyperthermie. Pour en revenir à notre sujet, moi c'est Doud, tu es dans mon émission Les couilles sur le réservoir. Nouvel épisode dédié à ce sujet si sensible qui est la politique. Mais bien évidemment, ici tu es dans un épisode des couilles sur le réservoir, donc on va traiter ça à notre sauce. Sachant que, comme je t'ai dit, tu peux me retrouver sur Instagram, @sur le réservoir, TikTok aussi, mais c'est de la merde, alors je t'encourage pas du tout à aller là-bas. Par contre, tu peux aller sur YouTube, voilà, les couilles sur le réservoir, petite chaîne, sans prétention, d'ailleurs ça se voit dans les vues, mais bientôt 1000 abonnés, voilà, ça c'est hot. Alors si tu veux contribuer à faire grimper mon compteur d'abonnés, vas-y. Par contre, au niveau des vues, j'ai perdu tout espoir. Voilà, par contre, bizarrement, les shorts fonctionnent. Bon, pareil, va comprendre. Bienvenue en 2026. Anyway, concernant le projet Fields, concernant le site internet sur le réservoir.fr, pour l'instant, c'est un peu en sommeil. Je bosse dessus, je fais des choses. On se retrouvera de toute façon à la rentrée pour en parler. Mais en attendant, eh bien, ouvrons cette boîte de Pandore qu'est la politique en France. Pour commencer, je vais faire un disclaimer et je pense que c'est pas le premier et que ça ne sera pas le dernier étant donné que je vais parler politique. Bien que vous allez voir, je vais vous en parler à ma façon. Donc évidemment, c'est tout sauf ce à quoi vous vous attendez. Mais voilà, étant donné que je vais parler politique et ouvertement politique, même si je ne donne pas d'opinion, parce que ça c'est quelque chose que je ne ferai absolument jamais, mais ça n'empêche pas que l'on puisse parler de politique. Alors, le deal entre vous et moi est le suivant. Je sais pertinemment qu'en parlant de ce sujet-là, évidemment, ça devrait faire réagir à tous les niveaux, quel que soit le parti pour lequel vous votiez, quel que soit le parti dans lequel vous êtes inscrit, peut-être même, voire quelle que soit la personnalité politique que vous êtes, puisque vous pouvez très bien être adjoint, député, je sais pas quoi, bref. À partir de ce moment-là, ça va venir vous chercher. Et ça, c'est normal, c'est humain. Sauf que moi, je vais pas faire comme les autres à dire oui, mais vos opinions, vous les laissez au placard, machin, mais ci et ça.
Bon, moi ce que je vous dis, c'est voulez-vous mettre sur la gueule dans les commentaires, que ce soit des podcasts, des vidéos ou quoi, allez-y. En tout cas pour les miens, les miennes, allez-y, ça me pose aucun problème, j'en ai strictement rien à foutre. Tout ce que je vous demande, en fait, c'est de respecter la loi. Vous pouvez très bien dire que machin est un con parce qu'il vote à l'opposé de vous, mais c'est pas pour autant qu'il faut le menacer de mort et aller devant chez lui ou à la sortie des écoles pour attendre sa famille. Ça, c'est pas très convivial, d'accord? Donc, vous insultez dans les commentaires, dire que tel parti ou tel parti, voire même que tel parti extrémiste est le mieux du monde, ça ne me pose pas de problème, je m'en fous royal. Voilà, c'est vos idées, c'est vos opinions. De toute façon, les commentaires sont modérés par défaut par les plateformes, donc j'ai mis des mots évidemment interdits. Et puis ces mots interdits, vous ne pourrez pas les utiliser. Donc après, vous serez obligé d'être créatif et de faire des métaphores. Et là, on rigolera au moins un petit peu. Ceci étant dit, je pense que vous avez compris le principe. Comme d'habitude, je ne censure pas. Je laisse les gens s'exprimer. Je laisse les gens se foutre sur la gueule au même endroit. Imaginez que c'est un octogone. Mais sorti de là, je ne veux plus aucun débordement ou quoi que ce soit parce que c'est pas le but. Maintenant, je pense que j'ai une audience relativement, voire très smart, vu comment on peut discuter sur Instagram et tout ça, puis on va en reparler. Donc, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis. Voilà, ça ne me soucie même pas vraiment, voire pas du tout. Mais il se peut que si à un moment donné, effectivement, il y ait des bots qui se pointent ou quoi, parce que ça arrive régulièrement quand on parle de politique sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les plateformes de streaming audio ou vidéo. Donc faites attention aussi à ce que vous voyez. Des fois, vous pouvez voir des commentaires qui viennent vous chercher directement. Ça peut être des bots. Je ne dis pas que ça l'est toujours, mais ça peut. Donc, méfiez-vous et prenez du recul sur ce que vous voulez dire ou écrire. Et attendez la fin de cet épisode aussi, s'il vous plaît. Voilà. Maintenant, pour les trous du cul qui comprennent rien et qui n'en ont strictement rien à foutre, je vous souhaite juste bien du courage dans votre vie. Maintenant que ce disclaimer est fait, je pense qu'on va pouvoir passer à la deuxième étape qui va être de tout simplement vous expliquer parler politique, ça veut dire quoi ? Quand je vous dis parler politique, ce n'est pas, et ce ne sera pas, et ça ne sera jamais idéologie. C'est-à-dire, je ne viendrai pas exprimer une idéologie, exprimer des idées politiques, m'exprimer sur un parti, sur des personnalités ou quoi. Pas du tout. Ce n'est pas du tout le point. Donc si c'est ce que vous êtes venu chercher, si vous êtes venu chercher à savoir pour qui je vote, désolé, mais ça ne sera pas ici. Voilà. Et ça ne le sera jamais parce que c'est ma ligne rouge. Par contre, avant cette ligne rouge, je m'étais mis une ligne plutôt jaune-orangé qui était de parler généralement politique. Voilà, de parler de politique générale au sens vraiment large du terme. Et c'est au sens comment évolue la façon dont sont prises les décisions pour gouverner un État, gouverner un peuple, prendre des décisions. Donc c'est-à-dire comment les hommes politiques font pour prendre des décisions qui concernent ce même État et ce même peuple. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout concernant les infrastructures routières, puisque c'est principalement le sujet de cette émission au cas où vous débarqueriez. Voilà, donc ici, on parle notamment pas mal de voyages, de motos, on parle d'expériences personnelles et ainsi de suite. Et au cœur de tout ça, dans les expériences personnelles, il y a les infrastructures routières. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé j'ai fait la Cocorico Rando. Et donc, là, on est en plein dedans dans le politique parce que faut bien avoir accès à ces chemins privés ou des fois publics, crochet avec mes petits doigts boudinés parce que c'est public, mais interdit à des véhicules motorisés. Et des décisions politiques rendent possible le passage, justement, de véhicules motorisés pour des manifestations comme ça, juste périodiques. Et pour moi, la politique, c'est un peu manager la chèvre, le chou, l'âne, la fermière et les impôts. Voilà, pour moi, c'est ça. Et puis, suivant votre idéologie, ça aura effectivement une influence. Si vous avez une idéologie qui est principalement basée à gauche, eh bien, ça sera principalement basé sur la répartition des richesses. Alors attention, je ne vais pas non plus commencer à faire des cours de politique ici, pas du tout. Mais voilà, on sait que ça aura une incidence directe. Par contre, si vous avez une idéologie qui est plutôt basée à droite pour gérer la chèvre, le chou, la fermière, les impôts, l'âne, la carotte et compagnie, là, ça sera fait de façon beaucoup plus capitaliste. Voire les ânes, oui, les chèvres, oui, les poules et les lapins, ça serait pas mal qu'ils restent chez eux. Voilà.
Ça, c'est des choses qu'on entend régulièrement également. Donc, ça a une incidence directe. D'où l'intérêt de voter et d'où l'intérêt de vivre en démocratie. Voilà. RIP les États-Unis, si vous nous entendez, eh bien, sachez que c'était la belle époque encore chez vous. Les États-Unis, ça c'est un truc, par exemple, j'en ai déjà parlé rapidement parce que ça, et je ne vais pas le cacher, que je continue de boycotter tout échange avec les États-Unis d'Amérique. Et de pire en pire, puisqu'au moment où j'enregistre ça, il y a encore eu une nouvelle victime de l'ICE. Donc, bien évidemment, raison de plus pour ne pas en entendre parler, ni foutre les pieds, ni leur filer ne serait-ce qu'un euro. Voilà. Et juste petite parenthèse, avant, tout mon business à l'étranger était basé sur l'US dollar. Puisque quand vous faites du business comme ça à l'étranger, la monnaie la plus utilisée, la monnaie utilisée même, c'est l'US dollar. Et nous, on a dit stop. On a dit non, maintenant on passera en euros. Et finalement, on s'aperçoit que c'est largement mieux, que ça a impacté absolument rien du tout et qu'on gagne plus d'argent. Voilà. Donc, taux de change, merci. Et finalement, ça se voit effectivement qu'aujourd'hui, l'US dollar et les échanges en US dollars deviennent un réel problème. Et bientôt, ça va se faire en yuan. Voilà. Mais ça, ça sera un autre épisode peut-être. Bref. Donc, tout ça pour dire que, effectivement, parler des États-Unis, c'est autre chose. Les États-Unis qui ont clairement basculé dans un régime autoritaire, voilà, culte de la personnalité, déjà, ça on est en plein dedans. Et puis ensuite, on diminue de plus en plus les droits des personnes et on concentre les pouvoirs. Voilà, vous avez ici vraiment un régime autoritaire caractérisé et des gens continuent à aller passer leurs vacances là-bas. Écoutez les gars, si ça ne vous pose pas de problème, dans ce cas-là, je pense que à une certaine période de l'histoire, vous auriez sûrement aimé passer vos vacances chez le Troisième Reich, non? Je sais pas, ça vous aurait plu? Donc pourquoi aller aux États-Unis aujourd'hui? Je pose juste la question comme ça. Et petite parenthèse dans la parenthèse, les gens qui me disent oui, mais d'où le Canada? Qu'est-ce que ça donne, machin, tout ça? Eh bien, sachez que le Canada se rapproche de l'Europe. Voilà, on en entend très peu parler. Mais McCartney, qui est maintenant notre nouveau Premier ministre depuis un petit moment, se rapproche progressivement de l'Europe. Voilà. Donc, si un jour il demande, à tout hasard, peut-être pas lui, parce que ça sera dans longtemps, pourquoi pas une adhésion à l'Europe, ce qui serait quand même assez incroyable si elle était acceptée, parce qu'il y a un océan qui nous sépare, mais ça pourrait se faire. En tout cas, à travers de certains accords, sachant qu'il y a de plus en plus d'accords signés entre l'Europe et le Canada, et il y a plus d'accords signés entre l'Europe et le Canada qu'entre le Canada et les États-Unis. Coïncidence? Je ne crois pas. Parenthèse dans la parenthèse fermée. Maintenant, revenons à notre petit mouton, qui est donc la politique. En France, son évolution depuis plusieurs décennies et surtout concernant l'impact que ça a sur nous, usagers des infrastructures routières, que ce soit de façon loisir ou de façon professionnelle, voire au quotidien, de façon complètement privée lors de nos déplacements, moto, voiture, quadricycle, tout ce que vous voulez bien. Et ça, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à redire là-dessus. Maintenant, pour vous expliquer un petit peu mon point de vue et mon avis là-dessus, parce que, désolé, vous êtes sur un média quasiment d'opinion, puisque étant tout seul, voilà, les gens qui veulent un jour prendre la parole pour s'exprimer dans mon émission le peuvent, aucun problème avec ça, sauf qu'à chaque fois que je leur dis « Ok, go, on enregistre », quand il faut appuyer sur le bouton REC, il n'y a plus personne. Donc voilà, si un jour quelqu'un, même la FFMC, dont je vais parler, si un jour les gars, ça vous dit de faire quelque chose, ça sera avec grand plaisir. Et justement, on va parler de la FFMC. Et ça fait plusieurs fois que j'en parle, du fait que la FFMC se retrouve de plus en plus mise sur le banc de touche. Et c'est quelque chose qui me dérange énormément. Et c'est pas une perte d'énergie de la FFMC, loin de là. Au contraire, je pense que plus on les met sur le banc de touche, plus ça les remonte. Mais je pense que c'est une volonté politique, justement, et ça c'est exactement le genre de choses dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, de dire, écoutez, vous savez, on a entendu parler pendant très longtemps des consulter les partenaires sociaux, la gauche était très... alors, je n'exprime pas d'idéologie, disclaimer, c'est juste un fait, et on en reparlera de faits comme ça, mais régulièrement, la gauche, notamment sous Hollande, disait, il faut consulter les partenaires sociaux, puis ci, puis ça, puis... Et puis en fait, ils sont consultés, mais ce qu'ils pensent, on n'en a rien à foutre. Et ça, que ce soit à gauche comme à droite. Tagada Jones, bisous les gars. Donc, si vous voulez, c'est ça dont on va parler. On s'en fout du bord politique. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est réellement la rhétorique. Et là, ça va m'amener à un autre sujet, à une autre partie. Et là, ceux qui sont fans de Clément Viktorovitch,
vont comprendre de quoi on va parler. Mais voilà, c'est toute cette partie rhétorique, toute cette partie suivie des paroles, les actes, quels sont-ils? Et c'est ça, en fait, qui est très intéressant. Et comme je viens de vous parler de rhétorique, justement, ça va me permettre d'avancer plutôt pas mal, puisque il y a tout un pan dont je ne vais pas parler, qui est de l'analyse rhétorique concernant la politique ces dernières décennies, l'analyse même de la politique en général, vraiment au sens large du terme, parce que nous, on se focus vraiment sur notre petite personne, que sont les motards, que sont les gens en 4x4, en voiture, les usagers de la route principalement, et ceux qui voyagent beaucoup, et ceux qui se déplacent beaucoup. Et concernant le reste du monde, la gestion des finances publiques, machin et tout ça, eh bien justement, vous avez quelqu'un qui en parle, qui s'appelle Clément Viktorovitch. Pour ceux qui le connaissent, eh bien, n'hésitez pas à avancer dans cet épisode, parce que je vais dire des choses sur lui que vous savez déjà. Si vous l'écoutez, que vous avez même lu ses travaux, vous n'allez rien apprendre. Ceux qui ne connaissent pas Clément Viktorovitch, sachez que c'est un docteur en sociologie, un docteur en politique. Et j'ai pas le titre exact de son doctorat, mais il a ça plus une licence en histoire ou en géographie, je sais plus exactement. Mais en tout cas, c'est une personne dont la politique, l'analyse de la politique est son métier. Il a été chroniqueur à différents endroits, mais il s'est surtout fait connaître, et moi c'est là où je l'ai connu, sur Canal+, notamment, où il venait animer pendant quelques minutes une analyse rhétorique. Donc c'est-à-dire qu'il analysait la façon dont les hommes politiques utilisent les mots pour faire passer leur discours, pour convaincre, pour débattre. Et c'était ultra pertinent. Je l'écoutais religieusement et j'étais, je vais pas dire hypnotisé, mais je comprenais ce qu'il disait. Je comprenais ce que me disait un docteur en politique. C'est vraiment ce que... Dites-vous que c'est assez dingue, parce que souvent quand vous discutez avec des gens qui ont des doctorats et qui sont vraiment des pointures dans leur domaine, c'est assez complexe de les comprendre. Quel que soit le domaine, que ce soit en physique appliquée, en mathématiques, en langue, en histoire, parce que les gens, voilà, ils sont pointus, ils savent de quoi ils parlent et ils sont pas là pour vulgariser. Lui, par contre, il est là parce qu'il est aussi prof de rhétorique, c'est-à-dire qu'il est prof en université, donc il apprend aux élèves à utiliser, analyser la rhétorique, la développer, machin, et ainsi de suite. Et lui, c'est son travail, en fait. Donc non seulement il est bon dans ce qu'il fait, c'est-à-dire dans l'analyse, mais il est bon aussi dans la passation de connaissances. Et ça, moi j'adore, ce qui fait que pendant ces quelques minutes, il venait décortiquer le discours des hommes politiques qui passaient dans l'émission. Et en même temps, il y avait un truc de rassurant de se dire que on voyait déjà à l'époque, moi à l'époque j'avais 15-16 ans, quelque chose comme ça, peut-être un petit peu plus vieux, sûrement un peu plus vieux. Et déjà à l'époque, on voyait qu'il y a quelque chose qui commençait à clocher. Vous savez, c'était mieux avant, tout était permis, on nous interdisait beaucoup moins de choses et ainsi de suite, alors que quasiment pas du tout, c'était juste différent. Mais le fait de savoir qu'il y a un truc qui cloche, lui mettait des mots dessus. Non seulement il mettait des mots, mais en plus, il expliquait quel levier, quelle technique utilisait cet homme politique pour justement, on va dire, manipuler les gens. Et c'est là où on comprenait que, ok, en fait, les choses n'avancent pas ou plus ou très difficilement parce que tel homme politique, en fait, quand il nous parle, il utilise tel ou tel levier psychologique. Ce qui fait qu'à la fin, soit on a tout oublié, puis finalement on reste dans la merde dans laquelle on était, CF, les agriculteurs, ou soit dans ce cas-là, on nous dit quelque chose, puis en fait il se passe l'inverse, mais on nous fait comprendre que non, mais vous inquiétez pas, c'est mieux, alors que pas du tout. Bref, donc c'est comme ça que j'ai connu Clément Viktorovitch, comme beaucoup de gens. Et aujourd'hui, il est streamer principalement, il a même un spectacle qui s'appelle L'art de ne pas dire. Il a écrit un livre aussi qui s'appelle L'art de ne pas dire, et donc le spectacle est tiré principalement du livre, et c'est de l'analyse rhétorique. Et c'est son premier livre qui s'est d'ailleurs très bien vendu, il en parle dans son dernier replay, parce que moi je regarde les replays, où justement, avant de partir en vacances là, parce qu'on est en plein mois de juillet, comme je vous disais, il disait que ça s'était relativement bien lu, et qu'il y a même des thésards qui commencent à faire leurs travaux sur ses propres travaux. Et que ça, c'est le mieux qui puisse vous arriver quand vous êtes docteur et que vous produisez comme ça de la matière. Vous aimez quand c'est repris, quand c'est contredit, quand c'est utilisé, quand c'est arbitré, bref, voilà. Et là, il a écrit un nouveau et dernier livre qui s'appelle Logocratie. Si vous ne connaissez pas et que ça vous intéresse ou que vous êtes juste curieux,
allez-y. Logocratie, en fait, vient reprendre la décennie Macron et il analyse cette décennie Macron. Et il analyse, en fait, non seulement la rhétorique, mais il analyse comment ça a été une décennie de désinformation. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on est passé d'une politique inactive à une politique désinformative. Je ne sais pas si ce mot existe, j'en ai rien à foutre, mais vous avez compris le principe. Donc moi, je ne vais pas analyser ce que lui, il a déjà fait, parce que ses travaux, et pour en avoir entendu parler ailleurs, sont extrêmement solides. On lui reproche, le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est de ne pas avoir analysé comment le discours politique est traité dans les médias. Et ça, effectivement, on peut, mais c'est pas legit, tout simplement parce que c'est pas son boulot. Lui, son boulot, il analyse la politique des hommes politiques, il n'est pas là pour analyser les médias. Il n'a pas de doctorat en médias, ni en communication. Donc ça, c'est pas à lui de le faire. Si d'autres personnes le veulent, ils le feront, comme ça ils pourront l'analyser, décortiquer. Mais lui, c'est vraiment la politique. Et pour faire court, au bout de quasiment 20 minutes, ce qui est assez cocasse et ironique, en fait, et c'est pour ça que je vous dis, je ne vais pas refaire ce que lui a déjà fait, mais en gros, dans ces 2 livres, notamment le dernier, on s'aperçoit que son constat est le même que beaucoup de monde, c'est-à-dire que les hommes politiques, comme moi, dans mes podcasts, parlent beaucoup. La seule différence, c'est qu'eux n'agissent peu ou pas dans le sens qu'il faudrait. Voilà. Là où moi, par contre, quand je vous dis quelque chose, souvent, c'est que derrière, ça fait plusieurs semaines que c'est en cours. Ou que ça va, à court terme, se produire. Mais, sauf événement exceptionnel, notamment les élections aux États-Unis, ça va être un gros sujet parce que on m'en a reparlé, mais vous avez les gens qui m'en reparlent, souvent, c'est les gens qui comprennent bien le problème, et donc il n'y a aucun souci là-dessus. Mais voilà, donc effectivement, il a fait ce constat que déjà avant l'ère Macron, président Macron, parce qu'on va parler de présidence, que ce soit Hollande, Sarkozy, que ce soit Chirac, que ce soit même, on peut remonter, Mitterrand et compagnie, en fait, à chaque fois, c'est la même mécanique. Et c'est pour ça que je vous dis, on s'en fout du parti politique, on s'en fout de l'idéologie, mais à chaque fois, en fait, la mécanique est à chaque fois strictement la même dans tous les discours politiques, et c'est là où je vous encourage, notamment et surtout si vous êtes adepte de politique, en dehors de votre idéologie, des idées que vous pouvez avoir véhiculées ou quoi que ce soit, juste demandez-vous comment ces idées-là circulent autour de vous, même chez vous, et comment on vous les fait circuler. Et en fait, on s'aperçoit que quelle que soit la personnalité politique, quel que soit son parti ou whatever, le schéma est toujours le même. C'est qu'à chaque fois, on utilise des grands discours rassembleurs qui sont vides, en fait, qui n'ont aucun contenu, aucune substance, rien. C'est vraiment pire que mes podcasts, parler pour ne rien dire. Parce que moi, j'essaye au minimum de véhiculer des choses, de vous faire des retours d'expérience à minima. Mais eux, c'est pire que tout. C'est vraiment des discours avec des grands concepts rassembleurs. Voilà, histoire de dire ensemble, on sera plus fort et ci et ça. Mais aucune solution à quelque problème que ce soit. Parce que les problèmes que l'on rencontre, notamment aujourd'hui, comme les problèmes de l'époque, les solutions, de une, sont bien trop complexes et coûteuses à mettre en place, et de deux, les développer serait juste improbable. Ça, c'est en période électorale, bien évidemment, puisqu'en ce moment, on y est quasiment. Mais une fois que ces hommes politiques ont le pouvoir, là, c'est pire que tout, en fait. C'est-à-dire que là, ça va être de l'immobilisme, et pour justifier l'immobilisme, soit le silence, soit la fameuse langue de bois, ou carrément le mensonge, où là, on vient mentir ouvertement aux gens, au peuple. Et ça, en fait, Clément Viktorovitch, lui, ce qu'il dit, c'est que plus on avance dans les quinquennats, puisqu'avant on est passé de 7 ans à 5 ans, c'est ce qu'avait demandé au peuple Chirac, eh bien, on s'aperçoit que c'est de pire en pire. Et que l'ère Macron, et c'est l'objet du 2e livre de Clément Viktorovitch, Logocratie, l'ère du président Macron, est basée sur des mensonges. Et ça, il le dit parce que factuellement, il le prouve. En fait. Et pareil, quel que soit le parti politique. Et ça, on peut même le prouver avant Macron, que ce soit avec Hollande, que ce soit avec Chirac, avec Sarkozy. Tous les hommes politiques mentent. Et c'est leur boulot, parce qu'ils doivent vendre du rêve au peuple pour que le peuple lui accorde sa confiance. Et une fois que la confiance est là, lui, son but à l'homme politique, c'est de garder le pouvoir. Donc, évidemment, il va utiliser tout ce qu'il peut utiliser comme outil, sachant qu'il bénéficie plus ou moins d'une certaine immunité, à voir comment certains en profitent. Voilà, évidemment, au bout d'un moment, c'est obligatoire. Mais aujourd'hui, et c'est ce que souligne aussi Clément Viktorovitch, et je terminerai là-dessus avant de parler vraiment du sujet qui nous intéresse,
Il fallait que je passe par là pour quand même vous faire comprendre de quel concept on va parler. Eh bien, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a Internet, on a les mobiles qui sont ultra développés. Et donc, on est à l'heure de l'information facile, pour ceux qui le souhaitent, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été aussi simple de trouver, de vérifier une information. Mais à l'inverse, et malheureusement bien trop souvent, c'est même largement plus simple de faire circuler des fausses informations. Et que la source première de ces fausses informations sur la décennie Macron a été son propre gouvernement, ce qui est quand même assez incroyable. Salut! Savais-tu que plus de 80% des gens qui écoutent ce podcast le font en allant au travail et en reparlent autour de la machine à café avec leurs collègues? Mais c'est pas tout, ils en parlent même quand ils rentrent chez eux le soir. Alors si toi aussi tu apprécies les sujets dont je parle dans l'émission Les couilles sur le réservoir, n'hésite pas à commencer par les 5 petites étoiles parce que ça fait toujours plaisir, mais surtout à en parler autour de toi et à nous retrouver sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, @sur le réservoir et notre boutique en ligne sur lereservoir.fr. Et ça, pareil, on a des exemples, notamment Elisabeth Borne qui vient nous dire que notre carte vitale ne fonctionnera plus s'il n'y a pas de budget adopté ou je ne sais pas quoi. Ce qui était absolument faux. Mais c'est même pas une excuse ou quoi, hein. Non, rien. Juste, ah là là, attention, hein, si jamais je perds mon mandat de ministre, oulala, vous n'aurez plus accès à tous ces privilèges, hein. Donc, laissez-moi où je suis. En gros, c'était ça. Donc, c'est complètement dingue parce que on s'aperçoit qu'aujourd'hui, en 2026, la différence par rapport aux années 90, voire 2000, hein, qui sont pas si loin que ça, mais ça fait toujours une vingtaine d'années, eh bien, c'est qu'effectivement, le but d'un homme politique, enfin, d'une personnalité politique, c'est de garder le pouvoir pour lequel elle s'est battue, mais qu'aujourd'hui, il n'y a plus de règles, en fait. Avant, c'est ce qu'on appelait les magouilles politiciennes, et ça avançait un petit peu, il y avait quand même, voilà, quand la rue commençait à gueuler un petit peu, on lâchait du lest, et on savait avancer, on savait écouter la rue, jusqu'à ce que Sarkozy dise que ce n'est pas la rue qui décide. Et là, ça a été un tournant majeur, et il l'a dit, hein, c'est noir sur blanc, c'est les mots utilisés à l'époque, et quand j'ai entendu ça, moi, ça m'a interpellé, où je me suis dit, mais à quel moment c'est pas la rue qui décide? Dans la rue, on y retrouve qui? Le peuple. Donc, venir dire c'est pas la rue qui décide, ça reste choquant. Certes, le contexte à l'époque, je le conçois, c'était en plein dans les émeutes et compagnie, mais à un moment donné, voilà, c'est les chefs d'État, c'est eux, c'est pas nous. Donc, c'est eux qui doivent faire gaffe à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font, à ce qu'ils font paraître. Et donc, c'est tout ça que met en lumière Clément Viktorovitch de façon très, très simple, très claire, très pédagogique. Et le problème que j'ai en fait avec tout ça, c'est pas du tout ses travaux, c'est simplement que effectivement, quand on l'écoute, quand on le lit, quand on regarde ses travaux, même d'autres personnalités dont c'est le travail d'analyser la sociologie, la politique et ainsi de suite, c'est quand même révulsant de se dire mais attendez, la politique se dégrade d'année en année, on nous clairement retire des libertés même de mois en mois. Dites-vous quand même que vous êtes toujours surveillé par de la reconnaissance faciale. Parce que c'est des lois qui sont reportées quasiment de trimestre en trimestre, hein. Alors là, c'est approximatif, mais tout ça parce qu'on justifie, voilà, en disant oui, mais attendez, il y a la guerre, alors on va faire passer ce projet de loi spécial, puis on va le renouveler parce que c'est toujours la guerre. Et puis ça permet juste de vous surveiller, voilà, de scanner votre face dans la rue et puis de déterminer si oui ou non vous êtes un danger. Moi, ça me pose un souci. Ceux qui me disent: «Non, j'ai rien à me reprocher», excusez-moi, vous êtes la porte ouverte à ce genre de pratique. Et quand après on va vous demander une analyse d'urine pour aller juste acheter des clopes au bureau de tabac, c'est bien parce que vous n'aviez rien à vous reprocher, que vous avez tout laissé passer. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il se passe. Et c'est ça dont on va parler aussi juste après. C'est que à force de laisser passer, on gueule, mais au bout d'un moment, on arrête de gueuler parce que le gouvernement il a compris qu'en jouant la montre, vous gueulez, sauf que vous gueulez pendant que vous gueulez dans la rue, vous n'êtes pas payé et que, étant donné que vous vous faites entuber par tous les trous, si vous n'êtes pas payé, vous réglez pas les factures, on viendra chercher autre chose que de l'argent chez vous. Donc, dans un cas comme dans un autre, ils sont gagnants. Voilà. C'est face je gagne, pile tu perds. Et c'est ce que met en lumière Clément Viktorovitch aujourd'hui. Les agriculteurs, vous discutez avec n'importe quel agriculteur, on les a vus combien de fois dans la rue, combien de fois ils sont montés à la capitale, combien de fois ils se suicident. Je sais tous les jours, pour les mêmes raisons quasiment, parce qu'ils n'en peuvent plus. Et ça continue en fait. On n'en a rien à foutre. C'est aujourd'hui, les agriculteurs avec qui je parle, ils me disent, de toute façon, ça va repéter.
péter, mais plus ça pète, plus ça va loin et plus ça pète fort en fait. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, l'hôpital public. Par exemple, l'hôpital public, à chaque fois qu'il y a un petit rhume, oh là là, on est saturé, il n'y a plus de place, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça. Bah oui, mais vous gérez les hôpitaux publics comme vous gérez le dernier des magasins de chaussures au coin de la rue. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez? Évidemment, ça marche pas. Donc tout ça fait que on repousse les problèmes, on les repousse. Quand on les repousse pas, bah on parle d'autre chose. Comme ça, bah au moins ça permet de tourner le regard. Et puis, oh regardez, là-bas il y a un oiseau, hop. Et puis si on voit plus le problème, comme je dis à chaque fois, si on ne le voit plus, bah il n'existe pas. Point. Voilà, c'est très simple, c'est une solution comme une autre. Et donc tout ça, ça rend dingue. Et effectivement, quand vous écoutez Clément Viktorovitch, Betaram par exemple, c'est hallucinant comme histoire. Hallucinant, un truc comme Betaram, Bayrou, il a dégagé parce que il y a eu motion de censure, mais s'il n'y avait pas eu de motion de censure, il serait toujours là. Ce qui est quand même hallucinant, alors que il a menti dans les yeux aux Français, en plein dans l'Assemblée nationale. Rendez-vous compte, on est au cœur de la vie politique, on est au cœur du mécanisme politique démocratique français, et le gars, il a le micro, il ment ouvertement à tout le monde et ça choque personne. Alors oui, ça va choquer des gens, mais derrière, il y a eu quoi? Rien, que dalle. Et c'est ça en permanence, c'est cette impunité permanente. Aujourd'hui, on a entendu parler de Le Pen. Bon, elle est innocente. Elle a été condamnée 2 fois. Bah, elle est innocente parce qu'elle va en cassation. Bon, mais elle a été condamnée 2 fois. Mais elle est innocente. Et elle veut se battre pour son innocence. Non, elle veut pas se battre pour son innocence. Elle veut juste jouer la montre parce qu'elle a toutes ses chances de passer. Et si jamais elle est élue présidente, elle sera intouchable. Voilà, c'est double chabit croisé, je suis perché et intouchable. Donc, moi, ça me rend dingue. Voilà. Et le problème, justement, c'est là on arrive à cette 3e et quasi dernière partie, bah c'est que ça, au bout de la chaîne, il y a nous, le peuple. Et quand le peuple, à un moment donné, dit là, ça commence à bien faire, vous allez arrêter vos conneries parce que ça nous emmerde, donc on va peut-être montrer qu'on n'est pas content, notamment la ZFE, notamment le contrôle technique, notamment les réseaux routiers, notamment le lobbying des industriels concernant les réseaux autoroutiers, voilà, qui nous font par exemple une belle autoroute A69 pour gagner 10 minutes. Et ça, c'est poussé en plus du lobbying autoroutier de celui de la pharmacie. Parce qu'en fait, au bout de tout ça, il y a une entreprise pharmaceutique qui voudrait être livrée un petit peu plus facilement et un peu plus rapidement. Et donc, c'est eux qui poussent pour que ce bout d'autoroute soit fait de façon à gagner 20 minutes par livraison. Voilà. Bon, vous avez la réponse de pourquoi on a exproprié à peu près 80 personnes. Mais c'est tout ça, moi, qui me dérange. C'est que aujourd'hui et avant, ça se faisait, ça s'est toujours fait, mais le peuple avait un certain levier, un certain pouvoir. À un moment donné, quand le peuple disait non, quand le peuple français disait non, et c'est ce qui a bâti sa réputation à l'international, c'était non. Voilà, et on n'y revenait pas, ou peu. Les portiques, avec les bonnets rouges, ça a été non. Et ça a été non. Et voilà, aujourd'hui, il reste quelques portiques, mais c'est juste parce que ça coûte trop cher de les enlever. Mais c'est un truc qui n'a pas abouti. Aujourd'hui, les ZFE, bon, apparemment, ça dégage, mais ça dégage pas parce que le peuple a dit non. Non, ça dégage tout simplement pour des problèmes constitutionnels et pour des problèmes, on va dire, d'arrangement, entre guillemets. On s'aperçoit que en fait, c'est complètement débile et que c'est un truc qu'on pourra jamais contrôler. Bref, c'est un truc qui a échappé à son créateur. Mais le contrôle technique, il l'a pris en plein dans la gueule, bah, c'est nous. Et ça, c'est symptomatique d'une politique malade. Parler de politique, en fait, c'est ça. Vous savez, c'est ce fameux repas de famille où vous dites ouin ouin, c'était mieux avant, puis tous des pourris, puis blablabla, puis en fait, vous n'avez aucun argument à faire valoir pour justifier que c'est tous des pourris, pour justifier que c'était mieux avant, ou pour justifier que aujourd'hui tout est interdit. Vous sortez des exemples, mais qui sont très ou trop facilement démontables. Par contre, comme je vous disais, des gens comme Clément Viktorovitch qui, eux, produisent de la connaissance, des travaux là-dessus, basés sur des faits, parce que là, des faits en 10 ans, on en a eu, et si on remonte même un peu plus loin, on en a encore plus, donc c'est l'avantage de l'histoire, hein, c'est comme ça qu'on travaille, eh bien on s'aperçoit que effectivement, alors c'était pas mieux avant ou quoi, mais on s'aperçoit que effectivement, la politique, aujourd'hui, a changé de visage, elle a changé son logiciel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous sert des grands discours rassembleurs. Alors, c'est quand même assez dingue. Vous savez, moi, j'appelle ça le syndrome Apple. Le syndrome Apple, c'est que chaque année, on vous présente un téléphone qui est mieux que le précédent. Donc, avec du recul, le téléphone précédent, c'était de la merde, en fait. Si on y pense. Oui, tel iPhone est 15% plus rapide et mieux que l'autre. Donc, on est en train de me dire que le dernier iPhone que j'avais acheté l'année dernière, qui était déjà le meilleur, en fait, c'est une grosse bouse aujourd'hui, et que donc, je dois t'acheter le nouveau. Et la politique, aujourd'hui, c'est ça. Sauf qu'avant,
c'était fait de façon subtile. Ils disaient, non, tel candidat, ça vaut pas la peine, venez chez nous. Là, aujourd'hui, on vous dit, mais non, nous, ce qu'on faisait avant, c'était nul. Aujourd'hui, c'est mieux, c'est carrément mieux. Et on vous dit, les yeux dans les yeux, que, en fait, tout ce qu'on a fait pour vous pendant 5 ans, c'était juste de la merde. Et vous l'avez bouffé et vous n'avez rien dit. Et ça, c'est dérangeant, en fait. C'est très dérangeant. Moi, ça me dérange. Et c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, quand les gens disent, oui, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Bah déjà, je sais pas, vous avez le droit de vote, premièrement. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle le droit de gueuler, droit de grève. Alors, oui, effectivement, si je fais grève, je suis pas payé. Bah oui, c'est bien pour ça qu'on vous l'a donné. Voilà. À un moment donné, on n'a rien sans rien, les gars. Mais après, il existe des moyens de pression qui sont, on va dire, moins répandus parce que peut-être plus souterraines. Ou voilà, c'est bon, vous nous interdisez de faire ça. Très bien, on va faire différemment. Au lieu de pas le faire, on va le faire différemment. Donc il y a des choses comme ça. C'était tout l'intérêt de mon épisode concernant le fait de mettre vos véhicules au nom d'une association. Par exemple, les radars automatiques, au lieu de gueuler comme des putois, ouais, les radars automatiques, blablabla, vous êtes un couple, faites une association, vous mettez vos véhicules au nom de l'association, les radars automatiques, on en parle. Voilà, alors il faudra peut-être régler les amendes, mais pareil, si vous êtes assez malin, vous n'aurez même pas à régler les amendes. En tout cas, il n'y aura même pas de points de perdu. Et c'est une façon parfaitement légale de contourner la chose. Et voilà, et d'ailleurs, je suis très content moi-même d'avoir une association qui me permet d'immatriculer des véhicules, puisque je pense qu'en allant à la Cocorico Rando, il y a eu quelques flashs. Alors après, c'était des flashs avant, pour les motos, c'est quand même plus pratique. Il a eu un gros coucou sur sa photo, mais ça fait partie de ces moyens que l'on peut utiliser pour, à un moment donné, dire, bon, de toute façon, j'ai aucun pouvoir, les hommes politiques ont strictement rien à foutre, parce qu'en fait, c'est pas le peuple qui dirige, Sarkozy avait raison, c'est pas la rue qui dirige, c'est les industriels. Donc, et ça, c'est de pire en pire. Et vraiment. Et aujourd'hui, on se rend compte que juste, par exemple, dans le milieu médical, c'est complètement vérolé. Dans le sens où on s'aperçoit que les autorités qui sont chargées de faire régner l'ordre dans la médecine sont capables d'absolument rien faire régner du tout. Voilà. Pourtant, on a eu des scandales à pu en finir au moment du Covid, post-Covid. Et il n'y a pas eu grand-chose, vraiment. Moi, ça m'inquiète, parce que je me dis, attendez, les gars, vous êtes censés faire régner l'ordre, vous êtes le Captain America de la médecine, et on a derrière des Lex Luthor qui se baladent comme ça avec des blouses blanches, et vous les laissez faire. Vous leur dites juste, oh les gars, non, ce que vous avez fait, c'est pas cool, faites-vous discret, s'il vous plaît, et c'est tout. Enfin, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et ça, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de pouvoir. Ils ont le pouvoir, on leur a donné. C'est simplement que, d'un point de vue politique, ça passe pas. Parce qu'aujourd'hui, l'État français, je vais vous donner quand même une information que j'aurais peut-être dû donner avant. Il y a un classement qui est fait régulièrement des pays les plus corrompus. Enfin, les plus corrompus, des pays corrompus. Et donc, il y a 180 pays qui en font partie, dont la France. Et la France, sur les 180 pays, je vous laisse faire une petite guess. Voilà, faire un petit guess sur 180. Quelle place a la France ? Je pense que vous n'êtes pas prêts. La France, aujourd'hui, est à la 27e place des pays les plus corrompus dans le monde. 27e place. Et ça ne fait que monter, dans le sens où ça ne s'améliore pas. Ce qui veut dire quand même qu'il y a un petit souci. Voilà, c'est révélateur. Ça ne veut pas non plus dire que c'est la cause ou quoi, pas du tout, mais c'est un symptôme. C'est le symptôme d'un régime malade, profondément malade. Et ça, comme je vous ai dit, ça s'améliore pas. Et on peut le constater que effectivement, la France devient de plus en plus pourrie de l'intérieur. Et ça, ce qui est dingue, c'est que on le sait. On le constate, puisqu'il y a des condamnations. Sarkozy a été condamné, Le Pen a été condamné. Alors, certes, c'est pas pour de la corruption, mais c'est quand même du détournement de fonds. Sarkozy a été condamné pour des financements relativement louches avec des pays plus que louches. Chirac a été condamné. Bref, des hommes politiques condamnés, il y en a, mais je vais pas dire tous les mois, mais on n'en est pas loin. Et c'est vraiment de pire en pire. Et ça, c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand je vous parle de lobbying dans tel ou tel domaine, soit on dit oui, mais Doud, arrête, on dirait un complotiste. Et non, parce que de une, ça a toujours existé, ce qu'on appelle les cabinets d'influence. Mais quand c'est, alors d'ailleurs, ça c'est petite parenthèse, c'est très drôle parce que quand des gens parlent de lobbying, de Big Pharma, de ci ou ça, tout de suite on les traite de complotistes parce que voilà, ils mettent en avant
des boîtes ou des personnes dont le métier est d'influencer des décisions. Mais alors par contre, vous êtes les premiers derrière, après les avoir traités de complotistes de mes couilles, à aller regarder les vidéos de gars qui ont 2-3 millions d'abonnés et qui vous vendent des paires de chaussettes magiques ou des boissons à la con que vous allez acheter. Et ça s'appelle comment, hein? Donc, voilà, à un moment donné, nettoyez la poutre que vous avez dans les yeux avant de venir pointer du doigt celle des autres, parce que à un moment donné, l'influence, aujourd'hui on appelle ça l'influence, mais le lobbying est partout. Et ça a toujours existé. Sauf que aujourd'hui, ça prend des proportions qui font que c'est eux qui font la vie politique. Il y avait eu à un moment donné un scandale politique comme quoi Macron avait été un président qui avait fait appel à des cabinets de consultation, notamment avec le cabinet McKinsey. Et ça avait fait vraiment un scandale où on s'était aperçu que systématiquement, il y avait recours. Sauf qu'à partir du moment où vous déléguez les prises de décision qui normalement sont votre job en tant que président, quand on vous parle de politique, hein, c'est moche, quoi. Parce que ça veut dire que dans ce cas-là, vous n'êtes pas maître du tout de ce que vous voulez faire. Si vous déléguez la prise de décision à quelqu'un d'autre qui est étranger à votre cercle décisionnel, lui, il va se retrouver forcément influencé par X ou Y personnes. Et sachant qu'ils se sucent tous les uns les autres, il suffit de pas grand-chose pour pouvoir faire basculer la balance. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et notamment, ça se ressent, et c'est aussi pour ça que des décisions comme le contrôle technique font que la FFMC, que dalle. On leur dit, écoutez, oui, venez dans mon bureau, on va en parler, on vous écoute, on vous entend. Et en fait, on vous écoute, on vous entend, oui, ça s'arrête là. On vous écoute, on vous entend, mais ce que vous nous dites, on n'en a rien à foutre. Que dalle. Parce que c'est pas vous qui décidez. Et c'est même pas nous qui décidons. Et ça, un homme politique ne vous le dira jamais, mais c'est même pas lui qui décide. Parce que dans le cas des contrôles techniques, c'était quand même Veritas, Noresco. C'est eux qui ont fait le lobbying et le pressing auprès de l'Europe. Et ça a duré plus de 20 ans, cette blague. Mais ils ont gagné. Et aujourd'hui, voilà. Les recours qui ont été faits par les FFMC, Dieu sait qu'ils en ont fait, c'est perte de temps, d'énergie, d'argent, de tout ce que vous voulez bien, parce qu'on sait que c'est perdu d'avance. Comme les agriculteurs, c'est perdu d'avance. Les enseignants, c'est perdu d'avance. Les hôpitaux, c'est perdu d'avance parce que on se retrouve systématiquement confronté à des modèles politiques qui font passer déjà leur intérêt personnel avant l'intérêt collectif, et ça c'est grave et c'est dommage, c'est surtout grave. Et de deux, voilà, vous avez juste à regarder un petit peu autour de vous comment s'organise la vie politique, notamment à travers des reportages comme Cache Investigation ou quoi, pour savoir comment ça fonctionne de l'intérieur. Et pour m'être présenté il y a très longtemps sur une liste, c'était une liste pour une personne qui se présentait aux élections municipales, hein. Donc j'étais dans le bas de la liste, c'est vraiment histoire de boucher les trous. Déjà à ce niveau-là, c'est de la merde, mais alors quand vous êtes à la tête d'un pays, j'imagine même pas. Et ça m'étonne pas en fait qu'aujourd'hui la politique soit malade comme ça, parce que les gens sont tellement avides de pouvoir que pour garder ce pouvoir, ils ne se dirigent pas vers ceux qui les ont placés là, ils se dirigent vers ceux qui leur permettent de rester là. Et c'est ceux qui vont leur mâcher le travail, notamment auprès de l'Europe, avec des textes de loi tout préparés, puis ainsi de suite. Puis on s'aperçoit que derrière, c'est des cabinets de consulting, ou c'est du lobbying. Et donc c'est pour ça qu'en France, ces histoires de 80 km/h, par exemple, et là on va commencer à toucher un peu du doigt ce qui nous intéresse, mais ces histoires de limitation de vitesse, ces histoires de contrôle technique, ces histoires de radars automatiques, de portiques, de tout ce que vous voulez bien, les radars anti-bruit et mes couilles et compagnie, en fait, on s'aperçoit que derrière, on nous dit mais non, mais on a fait un constat, on a commandé telle étude, et puis ci, et puis ça, puis en fait, l'étude, elle a été financée par, comme par hasard, la boîte qui va faire l'installation des portiques, où on s'aperçoit que les 80 km/h, en fait, rien, que dalle. Le taux de mortalité n'a pas du tout changé, voilà. Et on nous fait croire avec des graphiques à la con que oui, et en fait, pas du tout. Par contre, bizarrement, quand on est passé à 80 km/h, le nombre de radars a explosé. Incroyable. Alors ça, par contre, les morts n'ont pas changé, mais le nombre de radars, lui, oui. Mais ça, on n'en parle pas. C'est pas dans le graphique. La ZFE, là, on nous dit, mais si, pour la pollution, vous allez voir. Puis en fait, pas du tout. On s'aperçoit que déjà, c'est discriminatoire complètement. C'est bien ça en fait qui a commencé à poser problème. Donc on s'aperçoit que c'est juste ça va foutre des gens dans la merde, voilà, donc c'est bien pour ça qu'ils l'ont arrêté. Et par contre le contrôle technique, c'est bizarrement c'est non mais ça faut le mettre en place, c'est obligatoire. Puis là ça y est, faut y aller. Puis comme par hasard on s'aperçoit que les seuls centres
de contrôle technique qui sont prêts. C'est eux qui ont fait le pressing au niveau de l'Europe pour faire passer les textes de loi. Puis après, ils vous disent, venez chez nous, nous on est prêts, on a les appareils, on a les outils, on a tout. Enfin, et c'est quand même incroyable. Et ils ne se cachent même pas. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Et aujourd'hui, le problème, c'est pas que ça existe, parce que, comme je vous dis, ça a toujours existé depuis longtemps. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus personne qui soit assez balèze pour leur casser les jambes. Parce que avant, on avait des alliés, et là je dis on, les motards notamment, on avait des alliés dans les rangs d'hommes politiques pour nous aider, pour nous représenter, pour aller dans notre sens, dans le sens de la sécurité, dans le sens du bien-être commun, de tout ce que vous voulez bien. Et puis en fait non, aujourd'hui il n'y a plus personne parce qu'on nous dit non mais vous comprenez, déjà vous faites peur et puis si et puis ça, et puis en fait ça rend fou et vous pouvez faire toutes les actions que vous voulez et là je parle de FFMC qui fait des actions pour dénoncer l'état des routes machin et tout. L'état des routes on peut en parler, les routes je pense qu'en tant que motard on sait de quoi on parle, sauf que quand vous voyez que ah oui mais alors telle route non ça c'est la commune, ah non ça c'est la ville, ah non ça c'est le département, ah bah ça par contre c'est la région. Allez savoir qui s'occupe de quoi sur les routes. J'en ai parlé il y a pas longtemps dans mon dernier épisode de podcast post-Cocorico Rando, d'un département à l'autre, on est en danger de mort ou non, hein, clairement. On en est là, c'est-à-dire que dans un département vous pouvez être en danger de mort chaque seconde et dans l'autre, nickel. Et ça, d'ailleurs, même Laurent Cauchet en a parlé dans un de ses épisodes, bon, de façon un peu moins subtile, mais plus technique sur les revêtements. Mais en gros, il en a effleuré en tout cas la gestion des routes. Et c'est devenu complètement dingue. Et la FFMC, des gens comme la FFMC aujourd'hui, n'ont plus de pouvoir. On peut me contredire là-dessus, mais je pense ne pas me tromper en disant que à l'époque où effectivement il y avait une représentation, il y avait des alliés sur les bancs du Sénat, sur les bancs du Parlement, oui, il y avait possibilité de venir se faire entendre. Aujourd'hui, Clément Beaune, par exemple, puisque c'est lui dont on parle quand on parle notamment du contrôle technique et ainsi de suite, le mec, il est aussi utile qu'un Playmobil dans un évier. Voilà, c'est clairement, hein, vraiment. Et alors, c'est pour recevoir les gens, ils sont très forts, mais alors après, malheureusement, il y a plus fort qu'eux. Et ça, c'est bien dommage. Et le problème, c'est que dans l'autre sens, c'est-à-dire à une époque où l'écologie, tous ces sujets un peu sensibles, le climat et ainsi de suite, sont mainstream, la moindre petite association qui se réclame de vouloir sauver 5 ou 6 feuilles au centimètre carré va avoir un impact dingue parce que malheureusement, d'un point de vue politique, ça a plus de poids que des motards qui manifestent pour leur sécurité, qui manifestent pour qu'on leur foute la paix, pour qu'on évite de leur mettre des bâtons dans les trous parce que, vos motos, vous comprenez, elles sont dangereuses, puis si vous vous tuez, c'est parce que c'est de votre faute, vos motos elles sont pourries, puis ci, puis ça, puis enfin bref, tout un tas de choses complètement abracadabrantesques plus les unes que les autres. Et c'est là où clairement on s'aperçoit que l'on a une politique en France qui est malade, vraiment malade, dans le sens où on ne regarde même plus comment on peut améliorer les choses. On regarde juste déjà comment on peut ne pas les empirer. Donc là, c'est la langue de bois en disant alors, attention, qu'est-ce que je peux leur trouver comme élément de langage pour éviter que ça me retombe sur la gueule. Et quand ça me retombe sur la gueule, on va juste mentir et puis on attend que ça passe. Voilà, jusqu'aux prochaines élections et puis voilà. Et c'est pour ça que à chaque élection, on se balade de parti en parti en parti et puis en fait, on n'arrive jamais à avoir quelque chose de correct parce que on se retrouve avec des gens qui se sentent obligés de défaire ce que les autres ont fait pour que eux aient leur nom sur une nouvelle loi. Même si cette loi-là, c'est de la merde et est complètement con et stupide comme eux. Non, non, mais cette loi-là apporte mon nom, comme ça j'ai une loi à mon nom et c'est leur objectif. Parce que leur objectif, c'est avoir cette reconnaissance de pouvoir. Et ça, vraiment, ça me rend complètement dingue de me dire que, effectivement, le constat, quand on travaille là-dessus, quand on met bout à bout les faits, notamment les faits de violence policière, de tout ça, on s'aperçoit que les instigateurs de violences policières sont toujours là. Hein. Voilà, je n'invente rien, c'est factuel. Il y a des gens qui ont posé problème qu'on n'a pas condamné ou quoi. Non, on les a juste écartés. Voilà, c'est comme un prof qui est problématique. On va pas le sanctionner. On va juste le pousser, on va juste le déplacer parce que malheureusement il manque des profs. Mais sauf que les hommes politiques, il en manque pas. Il en manque pas, mais le problème c'est que ils sont accrochés au pouvoir comme une moule à son rocher. Alors, effectivement, pas besoin d'être politologue, docteur ou whatever pour comprendre que la politique en France est malade, dans le sens où, effectivement, il y a des symptômes aujourd'hui qui ne sont plus contestables, qui nous montrent et qui nous prouvent
que la politique ainsi que la démocratie dans laquelle on vit devient profondément malade. Et que le problème, dans la vie de tous les jours, ça se ressent, et sur bien des points. Et c'est bien là aussi le problème, c'est que à chaque nouveau petit sujet que l'on pourrait aborder pour parler de politique, on a tout un tas d'exemples qui nous montrent et prouvent qu'effectivement, ça merde dans tous les sens. Et c'est ça le problème, c'est que maintenant, on n'a quasiment plus aucun item sur lequel on peut faire confiance aux hommes politiques. Et eux, aujourd'hui, en tout cas, au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes dans le début de cette période préélectorale pour la présidentielle. Et ce qui est absolument dingue, et c'est ça que j'ai du mal à comprendre, c'est que les gens se plaignent. Ok, très bien, mais les gens n'arrivent pas à voir qu'on les prend pour des idiots. Et c'est complètement dingue. Ou quand ils le voient, c'est pas forcément de la meilleure manière. Et ces hommes politiques qui nous mentent à longueur de temps, parce que maintenant c'est factuel, on le sait, notamment dans, comme je vous disais, le dernier livre de Clément Viktorovitch, Logocratie. Prenons le cas, comme j'ai pris, de Elisabeth Borne, qui a menti droit dans les yeux des Français sur un plateau télé en leur disant que leur carte vitale ne fonctionnerait plus si on ne votait pas pour les maintenir au pouvoir. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste de ça? Absolument rien. Tout le monde a oublié, voilà. Et il y a de fortes chances que beaucoup de monde revote pour ce genre de personnes. Parce que ce genre de personnes, en période électorale, vont dire non, non, mais vous comprenez pas, c'est nous ou le chaos, c'est nous ou la fin du monde, blablabla, blablabla. Voilà, ces grands discours rassembleurs, des grands discours moralisateurs, mais il n'y a pas de grande solution en fait. Et malheureusement, il y a des partis qui, eux, par contre, proposent des solutions. Voilà. Et ce n'est pas forcément les partis auxquels vous pensez, mais il y a des partis qui, eux, ont quand même le mérite, quel que soit leur bord politique, de proposer des choses, réalisables ou non, mais en tout cas, ils ne vont pas non plus à gros coups de discours rassembleurs ou moralisateurs. Bon, à côté de ça, il y a aussi des partis avec des candidats qui, on se demande ce qu'ils foutent là, clairement. Voilà. Et au milieu de tout ça, malheureusement, il y a le peuple français, qui lui subit ce cirque parce que, à un moment donné, c'est ni plus ni moins un cirque quand se succèdent au gouvernement des ministres qui traînent casserole sur casserole, et quand on leur fait remarquer dans des enquêtes Mediapart, par exemple, Mediapart qui ne sont plus non plus des guignols d'investigation, voilà, ils nient tout simplement et continuent leur petite vie, et à part une dissolution ou à part faire tomber le gouvernement, rien, ou une démission de leur propre chef, rien ne les empêchera de continuer à gouverner. Et récemment, on a encore eu l'exemple avec notamment un raté concernant une enfant qui a été violée et tuée. Voilà, dans cet épisode, il y a tous les mots pour me faire shadowban par Spotify et YouTube, mais c'est pas grave. Mais et on nous explique que oh là là, non, mais c'est des cas isolés, puis on va faire tomber des têtes. Non, la tête à tomber, c'est la tête qui est au pouvoir et qui est responsable de tout ce qui est judiciaire en France. On a un ministre pour ça. On a un ministre de l'Intérieur et on a d'autres ministres aussi qui peuvent avoir la main sur ce truc-là. Et ces ministres-là sont pas en poste depuis 6 mois. Mais le problème, c'est que des affaires comme ça, on en a depuis des dizaines d'années. Je vous le répète, ce n'est pas inhérent à ce gouvernement-là, c'était inhérent à tous les gouvernements. Et comme je vous dis, maintenant, est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Puisque les solutions ne viennent pas de la part de ces hommes politiques qui, eux, n'apporteront aucune solution, parce que sinon, ça reviendrait à jouer contre son camp. Et si, à un moment donné, eux doivent trouver des solutions, il est bien évident que ça fera certainement pas plaisir à beaucoup d'entre eux. Alors maintenant, les solutions reviennent au peuple. Et c'est un peu le principe aussi de la démocratie, de dire que le peuple a le pouvoir, en fait, puisque c'est le peuple qui élit ses représentants, normalement. Et à partir du moment où le peuple élit des représentants qui ne font pas la job, on les remplace. Mais le problème, c'est que quand on se met à remplacer des représentants tous les 6 mois, c'est compliqué de faire avancer les choses. Donc à un moment donné, c'est pas pour rien qu'on entend de plus en plus des gens, et ça fait très peur à la politique en règle générale. On entend beaucoup de gens qui commencent à dire attends, là vous n'avez pas été capable de venir condamner un violeur en série, tout ça parce que son dossier s'est
s'est baladé à gauche, à droite, machin, tout ça. Moi, si ça arrive à un de mes enfants, je me ferai justice moi-même. Et ça, c'est un discours qu'on entend de plus en plus. Et même à propos du retour de la peine de mort. Et ces gens-là, je les comprends. Je les comprends parce que tout comme les agriculteurs, tout comme le corps médical, tout comme le corps enseignant, à partir du moment où vous vous faites chier, vous cassez le cul à vous lever le dimanche matin pour aller voter et donner votre confiance à quelqu'un, et que cette personne, une fois qu'elle est au pouvoir, vous apercevez qu'elle en a strictement plus rien à foutre. En fait, à un moment donné, vous dites, si t'es pas capable de faire la job, je vais le faire moi-même. Et c'est un peu le message qu'a voulu faire passer la FFMC avec ces histoires de contrôle technique des routes, qui a fait rire beaucoup de gens. Parce que, soyons honnêtes, la FFMC n'a plus aucun pouvoir. C'est terminé. Maintenant, ce qui dirige, c'est les écolos, parce que le crédit est accordé aux gens qui veulent sauver la planète et pas ceux qui veulent la détruire avec de l'essence, avec des pneus, avec tout un tas de choses. Parce que la moto, avant, n'était pas bien vue, après, était un peu mieux vue grâce au travail de la FFMC et d'autres. Et aujourd'hui, tout ça a été sabordé par tous ces petits trous du cul d'influenceurs qui se postent tout un tas de vidéos à la con sur les réseaux sociaux, à se filmer comme des idiots en train de mettre des coups de gaz au moindre refus de priorité. Et bah derrière, on en paye le prix en fait pour tous ces connards-là. Et c'est ça qui est compliqué en fait, c'est qu'à un moment donné, on essaye d'écoper l'eau d'un côté et on nous le remplit de l'autre. Et c'est ça qui est frustrant. Et c'est pour ça, je vous dis, à un moment donné, se faire justice soi-même ou prendre en charge les choses quand l'État n'est pas capable de se dire bon bah attendez, c'est là vous êtes en train de m'atomiser la gueule parce que si, parce que ça, moi j'ai le droit de contourner la loi en faisant telle chose, tel truc, donc je vais le faire. Par exemple, en ce moment, je suis en train de voir pour créer une holding, faire remonter des dividendes de façon à faire de l'optimisation fiscale. On a le droit, mais c'est pas bien vu. Les politiques vont dire ah oui mais non, vous trichez et tout. On triche pas, on respecte la loi. C'est vous qui avez fait ça en fait. Vous faites les outils, on les utilise et vous levez les bras au ciel en disant non mais attendez, c'est pas légal ce que vous faites. Dans ce cas-là, fallait aller voter au Parlement quand la loi était dans les tuyaux. Enfin je sais pas. Enfin bref. Donc le problème c'est ça, et c'est que aujourd'hui la politique, d'un point de vue local, elle par contre j'ai l'impression qu'elle fonctionne bien parce qu'en discutant avec les organisateurs de la Cocorico Rando, en voyant ce que fait, par exemple, Codé Vert, comme organisme pour justement les loisirs en nature, que ce soit les chevaux ou les 4x4 ou les motos ou ce que vous voulez bien, ils arrivent à justement faire travailler tout ça. La FFMC arrive aussi tant bien que mal à maintenir un peu, on va dire, sa légitimité au sein du gouvernement. Mais aujourd'hui, si vous n'êtes pas catholique, si vous n'êtes pas de certains mouvements, si vous n'êtes pas écologiste et ainsi de suite, si vous n'êtes pas banquier, si vous n'êtes pas assureur, c'est compliqué de vous faire entendre, en fait, parce que vous n'êtes plus une priorité. Et c'est ça le problème. Donc, à partir du moment où vous n'êtes plus une priorité, les spots, les lumières ne seront plus sur vous. Et si les lumières ne sont plus sur vous, ça vous laisse le champ libre à faire un petit peu ce que vous voulez. Voilà. Ce qui fait que maintenant, d'un point de vue politique, je dirais que à partir du moment où on s'occupe d'une certaine classe de personnes parce que c'est votre potentiel futur électorat ou c'est votre électorat, et tous les autres qui malheureusement sont généralement majoritaires, et c'est ça aussi que je comprends pas, c'est que tout le monde se plaint, mais plus de 60 millions de Français face à quelques centaines de politiques qui gagnent en fait. Et c'est ça aussi qui m'échappe à un moment donné, parce que venir se plaindre, c'est bien beau. C'était un peu le discours de la FFMC ou de toute autre association qui se charge de faire le porte-parole de leur communauté. C'est un moment donné, c'est bien beau de gueuler, mais qui se bouge le cul derrière à essayer justement de faire avancer les choses? En fait, il n'y a pas grand monde. Et c'est aussi ça le problème. Parce que les hommes politiques le savent. Ils savent très bien. Les Français vont gueuler, et puis 2 semaines après, ça sera oublié, et puis on aura changé de sujet. Et voilà. Et le monde continuera de tourner sans vous. Donc c'est pour ça. Mon message là-dessus, c'est la politique n'attendez plus rien de la politique, puisque la politique n'attend plus après vous. Donc, à un moment donné, organisez-vous de votre côté. Comme je vous ai dit, il existe des outils qui sont parfaitement légaux pour contourner tout un tas de choses qui peuvent être embêtantes, dérangeantes au quotidien. Et des fois, il suffit de vraiment pas grand-chose. Et le plus fun dans tout ça, c'est que souvent, ça coûte rien. Et il suffit juste de s'y intéresser. Et je terminerai là-dessus. Quand je discute avec les gens autour
autour de moi, les gens qui me disent oui, mais telle chose on peut plus, tel truc on gagne plus d'argent, puis ci, puis ça. Puis je leur dis mais est-ce que tu as essayé ça? Parce que ça c'est une solution qui fonctionne, on le sait, parce qu'il y en a qui le font. Ou il y a ça, où tu peux, au lieu de prendre ça, tu changes pour ça. Ah oui, mais j'ai pas le temps. Bah, dans ce cas-là, si tu prends pas le temps, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est à un moment donné, si tu estimes que c'est assez grave pour que ça te fasse gueuler, bah moi j'estime qu'à un moment donné, si vraiment ça a un impact, il faut que tu te démerdes pour que ça s'arrête et que ça change, en fait. Donc, tu forcément le moyen de trouver quelque chose. Et quand bien même tu pas le temps, tu forcément moyen de trouver quelqu'un qui puisse te filer un petit coup de main là-dessus. Et c'est ça. La chose, c'est qu'aujourd'hui, j'estime qu'avec tous les outils dont on dispose, il n'y a pas d'excuse pour justement soigner cette politique qui est malade. Et de toute façon, et je terminerai juste là-dessus, c'est bien la conclusion de Clément Viktorovitch en disant que est-ce que la politique en France est malade? Oui. Est-ce que le peuple a envie de la soigner? Non. Est-ce que le peuple s'en plaint? Oui. Et bien pour tous ceux qui s'en plaignent en silence, mais qui ont envie que ça change, mais qui voient que finalement ils sont impuissants parce que tout seul, c'est clair que tout seul isolé, on peut pas faire grand-chose, eh bien soyez le pirate de votre vie. Voilà. Après, pour les autres, dites-vous qu'il y a une offre et une demande, et qu'à partir du moment où il n'y a plus de demande, il n'y aura plus d'offre. Donc à partir du moment où vous estimez que la politique de votre pays est malade, faites en sorte de ne pas l'alimenter, cette politique-là. Et si vous n'y prêtez plus attention, que vous n'alimentez pas ça, et que derrière, vous venez utiliser tout un tas d'alternatives qui viennent les court-circuiter, à un moment donné, ces hommes politiques-là se diront effectivement, on va peut-être devoir faire quelque chose parce que là, ça marche mal. Mais personnellement, et ce sera le seul avis là-dedans que je donnerai, je pense que les prochaines élections présidentielles s'éloigneront encore un petit peu plus d'une politique et d'une démocratie saine en France. Sur ce, c'était Doud. Désolé pour ce tunnel de quasiment 1 heure, mais ça me tenait quand même à cœur parce qu'on est en pleine présidentielle, j'entends beaucoup de discours politiques qui n'ont aucun sens. Réellement, quand on s'intéresse un petit peu à la rhétorique telle que l'enseigne Clément Viktorovitch, en fait, on s'aperçoit que les discours des hommes politiques ne sont que de la poudre aux yeux, réellement, et quand on décortique, même pas décortiquer, juste quand on écoute et qu'on essaye de se questionner sur ce qu'on vient d'entendre, en fait, on trouve jamais de réponse parce qu'il y en a pas. C'est vraiment creux, c'est vide de sens, et on s'aperçoit qu'en fait, on vote pour juste une personnalité, et même pas pour des idées. Et c'est ça qui est très grave, et c'est ça qui a aussi fait des fois les heures les plus sombres de l'histoire du monde. Donc voilà, si je peux vous donner un petit conseil, avant de gueuler, juste écoutez ce qu'on vous dit, essayez de vous poser la question de comprendre qu'est-ce que je viens d'entendre, quel est le message, est-ce qu'il a du sens, et si le message qu'on vous a donné ne fait pas de sens, c'est autre chose. Et dites-vous que cette personne-là, si finalement vous n'avez plus aucune bonne raison de l'écouter, ne l'écoutez pas. Si par contre vous estimez que vous avez des bonnes raisons de l'écouter parce que vous croyez en elle et en ses idées, eh bien tant mieux, et au contraire, allez-y. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que contrairement à la météo, la politique n'est pas une science exacte. Et malheureusement, on ne peut pas vraiment prévoir dans quel sens soufflera le prochain vent. C'était Doud, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous fais des bisous et comme disait Valérie, au revoir.